bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous, bienvenue chez vous, c'est Bonjour d'Algérie. Nous sommes le lundi, j'ai failli oublier, le lundi 27 janvier 2020 et nous sommes très heureux de vous retrouver ce lundi matin comme à chaque fois pour passer ensemble 1h30 d'émission en direct. Allez, dans quelques instants, nous allons retrouver Ahmed Gligarsen pour la rubrique Savants et chercheurs algériens. Aujourd'hui, nous nous intéresserons avec Ahmed au parcours de l'un des rares scientifiques musulmans qui s'est intéressé à la géologie au Moyen-Âge. Il s'agit d'Ahmed El-Tifachi. Avec Farah Hamadesh dans la rubrique Conso, on parlera d'un concept très en vogue depuis le début des années 2000, celui du snacking qui désigne donc un nouveau comportement alimentaire. Mais est-ce sans danger pour notre santé? C'est ce que nous allons découvrir avec Farah. Ouida Dagabi reviendra dans la rubrique santé sur le cancer du col de l'utérus qui occupe la 2e place en Algérie. Vous allez voir qu'il peut être guéri à 100% s'il est diagnostiqué à un stade précoce. Bonjour d'Algérie lance également aujourd'hui la rubrique prévention routière avec qui? Avec Hasna Zoubiri qui sera là tout à l'heure et qui a choisi de nous parler aujourd'hui des jeunes conducteurs qui seraient à l'origine de plus de 35% des accidents de la circulation. Nous allons y revenir avec elle, avec plus de détails, mais à présent, place à la météo avec Mina. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors, il fera beau aujourd'hui. Il fera beau. Il y aura du soleil. Un petit peu de soleil, oui. Pas partout, mais il y en aura quand même. Ah bah tant mieux. Allez, on y va. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil en cette début de matinée. Un petit peu de brume sur les côtes ouest, centre et puis le ciel restera dégagé un peu nuageux à partir de l'après-midi malgré quelques nuages plutôt denses en début de matinée. Sur la partie est en revanche, on montre un ciel plutôt nuageux avec toujours quelques pluies éparses en début de matinée. Ça va s'améliorer progressivement à partir de l'après-midi. Du soleil sur le Nord Sahara, la Saoura, les oasis, un ciel toujours voilé avec un petit peu de pluie, quelques pluies éparses. Sur le sud-ouest, le Sahara central, le Hogar et le Tassili et le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 18 degrés à Alger ainsi qu'à Annaba 17 à Guelma, 12 degrés à Sétif. On notera un minimum de 8 degrés, à Al-Bayad 18 Gardaya, 17 degrés Bachar, 24 degrés à Tindo, 29 à Ilizi et enfin 32 degrés. Ce sera la maximale à Borba du Mourtar et à N'Gazem. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, on notera un ciel plutôt couvert à Prague, Budapest, Berne, Marseille, Bordeaux, Madrid. On notera des pluies assez marquées à Paris, Londres, Lisbonne, de la neige à Varsovie. Et côté température, on notera 3 degrés seulement à Varsovie et Bucarest, 4 à Budapest, 15 degrés à Rome, 7 degrés à Berne et Berlin, 10 à Paris, 13 à Marseille et enfin 9 degrés à Londres. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci beaucoup Mina. Merci à vous. Excellente journée. Également. Merci. Allez, on continue. La matinale vient tout juste de commencer. On continue comme à l'accoutumée en musique. Et ce sera cette fois avec le groupe Day. Salam salam.
Salam avec Groupe Day et salam alaikum si vous venez tout juste de nous rejoindre. Marhaba bikum en tout cas. Et on accueille tout de suite la première équipe du lundi matin. Il s'agit de Farah Hamadash. Bonjour. Bonjour Soumia. Bonjour. Pour la rubrique Kanso, elle s'intéressera aujourd'hui au snacking. Et Ouidad Agabi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Avec vous, c'est la rubrique santé. Tout à fait. Ouais. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler du cancer du col de l'utérus. Ça commence bien. Allez, le cancer du col de l'utérus, on va en parler, surtout que le 4 février prochain, ce sera la journée mondiale de lutte contre le cancer. C'est aujourd'hui l'occasion d'en parler pour un peu sensibiliser Le dépistage. quant au dépistage, justement, pour pouvoir guérir du cancer, Oui. il faut donc le prendre en charge très tôt. Voilà, on va en parler tout de suite après ceci. Alors, chaque année dans le monde, plus d'un demi-million de femmes sont atteintes du cancer du col de l'utérus et plus de 250 000 en meurent. Ce cancer touche près de 3 000 femmes chaque année et est considéré en Algérie comme un problème de santé publique, le plus souvent invisible. Il peut être soigné s'il est dépisté à temps, n'est-ce pas? Tout à fait. Ce cancer qui touche la femme et justement, il y a un moyen de dépistage parce que si on prend les choses à temps, on peut le guérir. Il y a des lésions précancéreuses qu'on peut les détecter et qu'on peut les traiter pour qu'ils n'évoluent pas vers un cancer. Voilà. Qui n'évoluent pas en cancer, vers le cancer. Alors, ce mal occupe la deuxième place en Algérie des cancers qui touchent la jante féminine, évidemment. Il provoquerait 1300 décès par an. Et l'Algérie serait le deuxième pays d'Afrique qui recense le plus de cas. D'où l'importance d'en parler aujourd'hui. Exactement. Donc, ce cancer féminin qui est très répandu chez la femme, il est principalement dû à une infection. Cette infection, c'est l'infection virale à HPV. Papillomavirus, tout à fait. Donc, on a tous rencontré le papillomavirus au moins une fois dans notre vie. Oui. En général, il donne des lésions qui peuvent spontanément guérir, surtout chez les femmes inférieures à l'âge de 30 ans. Mais certaines femmes peuvent garder des lésions suite à ce virus. Et ces lésions, ce sont des lésions précancéreuses qui vont évoluer vers un cancer. Voilà. Il faut savoir que le papillomavirus, c'est un virus qui touche la peau et les muqueuses. En général, il touche la femme et l'homme. Et chez la femme, il peut provoquer le cancer du col de l'utérus. En général, il est contracté suite au rapport sexuel et c'est en général l'homme qui le donne à la femme. Il est asymptomatique chez l'homme, mais chez la femme, il peut être asymptomatique, peut donner des symptômes, il peut guérir spontanément. Cette infection peut guérir spontanément et elle peut évoluer vers un cancer du col de l'utérus. Voilà. On est en train de voir ça en image. Tout à fait. Donc le col de l'utérus à l'état normal et quand il y a un cancer du col de l'utérus. Voilà. On appelle ça une tumeur? Oui, une tumeur maligne. Une tumeur maligne. Alors les spécialistes justement en gynécologie et en oncologie appellent les femmes algériennes à avoir un suivi gynécologique régulier afin de se prémunir contre le cancer du col de l'utérus, une maladie qui touche, on le rappelle, 3000 femmes chaque année. Tout à fait. Donc, en général, déjà, on a dit que parmi les causes, et la principale cause, c'est l'infection à papillomavirus. Il y a d'autres causes qui peuvent être surajoutées, notamment le tabagisme, les grossesses multiples, au-delà de 8 grossesses. Donc, ça peut être un facteur de risque. On a aussi l'utilisation de la pilule œstroprogestative, qui a été incriminé, ce n'est pas un facteur direct, mais incriminé comme facteur surajouté. Et par rapport à cette infection à papillomavirus, il existe un dépistage. Ce dépistage, il se fait à l'aide du frottis cervico-vaginal ou cervico-utérin. Et donc, ce frottis, il se fait chez nous en Algérie. Donc, voilà.
On est en train de voir l'image, justement. Il est frottis recommandé... cervico-vaginal, oui. Tout à fait. Donc, il est recommandé d'aller faire ce frottis cervico-vaginal juste après le premier rapport sexuel. Si ce frottis, il est normal, on le refait une année après. Si les deux ils sont normaux, ça sera chaque 3 ans. Il y a eu les nouvelles recommandations par la haute société de santé, la haute autorité de santé, pardon, qui a dit qu'il existe un nouveau moyen de dépistage qui est le test à HPV ou le test à papillomavirus. C'est ça, c'est un test biologique. Donc. Oui, alors ce test, il va permettre à la femme de se faire dépister. S'il est normal ou s'il est négatif, il va nous permettre d'allonger la période de dépistage, c'est-à-dire que ça sera chaque 5 ans. Donc le dépistage consiste à faire d'abord le frottis cervico-vaginal et le test biologique du papillomavirus, qui sont donc tous les deux les meilleurs moyens de dépistage précoce du cancer du col de l'utérus finalement. Oui, alors les recommandations inférieures à l'âge de 30 ans, c'est on garde le frottis. C'est le frottis qui est recommandé. Au-delà de l'âge de 30 ans, ça peut être le frottis, ça peut être le test à HPV. On peut utiliser les deux. Voilà. D'accord. Alors, il peut être guéri, ce cancer, à 100% s'il est diagnostiqué à un stade précoce, diagnostiqué à temps. Donc, oui. À quel âge il faut penser au frottis? Est-ce qu'il y a un âge justement où on doit absolument passer au frottis? À partir de l'âge de 25 ans, mais nous, en Algérie, c'est après, c'est-à-dire le premier rapport sexuel, c'est-à-dire après le mariage. Chez nous, en Algérie. À l'étranger, eux, ils recommandent à partir de l'âge de 25 ans. Chez nous, en Algérie, c'est après le mariage, après le premier rapport sexuel. Voilà. D'accord. Alors, on a parlé des causes du cancer du col de l'utérus. Peut-on parler à présent des symptômes? Oui, alors en fait, c'est un cancer qui n'est pas très, très symptomatique. En général, il est silencieux et d'où l'intérêt de faire le frottis cervico-vaginal. C'est lui qui va détecter les lésions précancéreuses. C'est des lésions qui peuvent donner des douleurs, par exemple, lors des rapports sexuels. Il peut y avoir donc des douleurs pelviennes, c'est-à-dire du bas du ventre. Mais en général, il est asymptomatique. Il ne donne pas vraiment de symptômes. D'accord. Voilà. Le dépistage et le diagnostic. Alors, le diagnostic, il se fait quand on fait le frottis cervico-vaginal. On a les lésions précancéreuses, mais on peut, si on suspecte une lésion cancéreuse, là, il faut aller vers la biopsie. Voilà, ça se fait par la biopsie, l'étude anatomopathologique, et qui va nous permettre de poser le diagnostic et de le confirmer. Voilà. Alors, les traitements. Les traitements, donc il faut traiter cette infection. Si on est au stade de cancer, on peut passer par des traitements qui sont lourds, notamment la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie. Et en général, c'est un cancer qui, si on le détecte à temps, on peut guérir. C'est-à-dire quand vous dites chirurgie, c'est une ablation ou ça dépend le stade. Ça dépend le stade. Si c'est un stade avancé, que ce cancer a commencé à se propager vers l'utérus et tout, oui, ça va aller vers la chirurgie, bien sûr. Carrément, bien sûr. Alors, 250 000 femmes décèdent annuellement du cancer du col de l'utérus, mais si... Dans le monde, oui. Mais s'il est... c'est un chiffre qu'on a annoncé au début. Voilà. Comme si j'avais entendu 5 000, je crois. En Algérie, 3 000. 3 000 cas. Voilà, 3 000 mais pas 3 000 cas de cancer diagnostiqués en Algérie. Mais 250 000 femmes meurent de ce cancer à travers le monde. Et si aujourd'hui on est là, c'est pour aussi sensibiliser ces femmes justement quant au dépistage. Quant au dépistage, parce que ça ne fait pas partie de notre culture de se faire dépister. On a peur, bizarrement, de se faire dépister. En fait, la femme en Algérie, elle consulte le gynécologue au cours de la grossesse. Voilà.
Sinon, en dehors des grossesses, il n'y a pas de consultation régulière ou un suivi régulier chez le gynécologue. Donc là, aujourd'hui, c'est pour dire qu'on peut se faire dépister, il faut en profiter. Si c'est négatif, c'est chaque 3 ans. Si l'infection à papillomavirus, elle est là, il y a certains traitements qui vont permettre parce que c'est dans la majorité des cas, ça disparaît spontanément. Donc on va faire un autre contrôle après 6 mois. Si elle disparaît, très bien. Si elle ne disparaît pas, là, il y a d'autres mesures, d'autres traitements pour justement traiter cette infection, pour éviter les lésions précancéreuses. D'accord. Et je voudrais signaler qu'à l'étranger, il existe un vaccin. Justement. Contre le papillomavirus. C'est les jeunes filles qui sont, les petites jeunes filles. Très jeunes. Oui, très jeunes. 14 ans 14-16 ans, qui sont vaccinées. C'est un sujet de débat encore à l'étranger. Il y a eu à un moment donné la vaccination en masse. Toutes les filles, elles ont été vaccinées. Mais là, avec les effets secondaires et tout, il est toujours un sujet de débat. Et voilà. Nous, en Algérie, on n'a pas le vaccin. On n'a pas le vaccin en Algérie, on a le moyen de dépistage. Voilà. D'accord. Alors, coronavirus, peut-être un mot avant de suivre un reportage justement. Oui, on est en train de vivre une situation, le monde il est... Ça fait des ravages en Chine déjà. Oui, donc cette infection... Le monde est en alerte. Il est en alerte, cette infection qui est apparue en Chine. Et là, il y a des mesures qui ont été... Qui est apparue en Chine en décembre 2019. Oui, tout à fait. Donc l'Algérie a commencé à prendre toutes les mesures, les mesures pour faire face à cette infection, le coronavirus, qui a donné plusieurs décès dans le monde. Infection pulmonaire ? Il donne plusieurs symptômes qui peuvent ressembler aux symptômes de la grippe, et ça donne même une infection pulmonaire qui se manifeste par une toux. C'est des symptômes qui commencent par une fièvre. Voilà. Un rhume, de la fièvre. Oui. C'est pour ça que l'Algérie a mis les dispositifs les caméras thermiques aux aéroports et tout pour détecter les cas. Justement, hier, je regardais un reportage qui parlait justement de cela. C'est-à-dire, ils ont dit que justement les symptômes du coronavirus ressemblaient à celui de la grippe, à la seule différence qu'en plus des symptômes de la grippe, c'est-à-dire fièvre, etc., il y a la difficulté à respirer. En fait, c'est ça qui doit alerter les gens. Ils ont de la fièvre, il y a une petite toux, ça ressemble un petit peu à un rhume, mais on n'arrive pas à respirer, là, il faut consulter. Tout à fait. Voilà. C'est dit. On y reviendra peut-être dans nos prochaines, prochaines rubriques. Tout à fait, on fera une rubrique concernant cette infection. Allez, on va suivre ce reportage qui s'intéresse aux dispositifs et mesures prises par le gouvernement et le ministère de la Santé algérien pour justement lutter contre coronavirus. C'est plutôt, on est dans la prévention aujourd'hui, on le fait à titre préventif. Détecter les cas aussi. Effectivement. On va suivre ce reportage et on y reviendra tout de suite après. Le coronavirus, même si aucun cas n'est encore déclaré en Algérie, des mesures préventives sont prises par les autorités sanitaires pour le prévenir. Un dispositif de veille au niveau des principaux aéroports, entre autres celui de Houari Boumediene, a été mis en place. Il s'agit de caméras thermiques qui sont déjà installées et des équipes médicales pour détecter d'éventuels cas parmi les voyageurs en provenance de Chine notamment. Ce dispositif comprend une correspondance adressée à tous les directeurs de la santé, des wilayas et des hôpitaux à travers le pays pour transmettre l'information concernant cette épidémie, ses symptômes et la prévention, de même que la mise en place de tous les moyens au niveau des structures sanitaires. Quelles sont les mesures effectives à prendre au cas où le virus venait à être déclaré en Algérie? Isolé dans les établissements le plus proche, dans des meilleures conditions pour qu'il ne puisse pas être une source de contamination. Et tout est prêt au niveau de nos structures de santé. Nous avons donc les moyens de protection, le personnel qui est informé des dispositions à prendre. Et je pense qu'Inch'Allah, on espère qu'on n'aura pas de cas importés, mais s'il y a un cas, il sera pris en charge convenablement par nos structures de santé. La sensibilisation reste le seul moyen d'éviter de contracter ce dangereux virus. Une vaste campagne d'information se fera en direction des futurs pèlerins dans le cadre du Hajj ou de la Umrah. Au niveau de chaque départ, il y aura donc nos équipes médicales qui seront là sur place et qui vont donner toutes les mesures préventives
pour ne pas attraper le coronavirus s'il y en a. Actuellement, en Arabie Saoudite, il y a un cas importé. Ça ne veut pas dire qu'il y a une épidémie. En attendant, c'est par des gestes simples qu'on commence la prévention. Un lavage fréquent des mains, par des solutions hydroalcooliques, le mouchage du nez par des mouchoirs en papier, les jeter et fermer la poubelle, c'est des mesures qui ont donné leurs preuves, qui ont été scientifiquement publiées, qui diminuent l'intensité d'épidémie de 50%. Et c'est ce qu'on a besoin actuellement en l'absence de thérapeutiques et de vaccins. 1320 cas confirmés dans 1200 en Chine et 41 décès est le bilan provisoire du coronavirus selon l'Organisation mondiale de la santé. Voilà, alors coronavirus, dispositifs et mesures donc, pour lutter contre cette infection, oui, ce virus. Ce virus, alors on disait que il se transmet de l'animal vers l'être humain et là ça a donné plusieurs cas. Déjà en Asie, il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas qui ont été déclarés en Europe, en Amérique. Nous, en Algérie, le ministère de la Santé a pris les mesures nécessaires et préventives au niveau de tous les aéroports, les structures de santé publique et sanitaire. Donc, espérons qu'on n'aura pas ça en Algérie, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Allez, merci beaucoup en tout cas, Widet. Merci à vous, merci. À la prochaine. À la prochaine, la semaine prochaine. Inch'Allah. Allez, le snacking. Oui. Ce sera avec vous tout de suite après ceci. Allez, le concept apparaît au début des années 2000 pour désigner de nouveaux comportements alimentaires auxquels les industriels se sentent rapidement adaptés pour répondre à la demande et aux besoins des consommateurs recherchant donc toujours des produits faciles et rapides à manger, souvent ces consommateurs qui sont confrontés à une gestion difficile de leur temps. Donc aujourd'hui, nous reviendrons avec vous, Farah, sur ces produits qu'on mange sur le pouce quand on a une petite faim et quand on est loin de la maison justement. Il s'agit des snacks entre gâteaux, chips et fast-food. On succombe tous à ces aliments dits snacking, mais est-ce sans danger pour notre santé? C'est la grande question aujourd'hui. Vous allez nous éclairer sur la question et nous aider à bien choisir nos snacks. Tant qu'à faire, puisqu'on va succomber de toutes les façons. Autant bien les choisir. Pourquoi ça a autant de succès, les snacking? Alors, comme vous le disiez, depuis quelques années, la tendance du snacking a envahi le monde et l'Algérie n'est pas épargnée par cette tendance. Parmi les raisons du succès, il y en a beaucoup. Il y a notamment le changement de notre mode de vie. Aujourd'hui, les parents travaillent, les enfants vont à l'école, donc on ne se retrouve pas toujours à midi pour déjeuner ensemble à la maison. Donc tout le monde mange dehors, souvent des repas rapides et légers, et donc au bout de quelques heures, on a un petit creux et on commence à grignoter. De plus, l'avantage des snackings, de ces snacks, c'est que donc ils sont faciles à manger, comme vous le disiez. C'est des produits nomades, on les emporte avec nous au travail, on achète dehors, on les mange à côté du PC. En plus de ça, ça ne coûte pas cher. Donc c'est l'idéal quand on a un petit creux. Et donc c'est ce qui fait un petit peu le succès des snacks. Et parmi les snacks les plus consommés, notamment chez nous, nous avons les chips. Les chips. Les cacahuètes. Bon, les chips c'est mondialement, mais chez nous aussi beaucoup. Les chips, les cacahuètes. Pardon ? Oui, les chips, les cacahuètes, trop les bon, pizzas. Les chips. Ouais. À la limite, c'est bon quand c'est pas trop salé. Au moins, c'est des protéines végétales, donc c'est bon. Et la charcuterie, type kachir ou pâté de Ah, les chips. J'adore. Ouais. Moi, j'ai que des chips. Voilà. Moi aussi, j'adore les chips. Ça se voit, moi aussi. Avec du fromage. Pas très fan. J'aime pas trop. Du sel avec du sel. C'est pas très bon pour la santé, pareil. Exactement. On va voir. Oui, t'as fait ouais, mais bon, pas grave. C'est pas grave. Oui. Même si c'est pas bon, c'est pas grave. Hein. C'est comme le chocolat. Oui, à la limite, oui, plutôt chocolat que chips. Ça, je suis d'accord. La noix de cajou. Ah, merci pour ces images. Par contre, ça, c'est très bon pour la santé. Oui, à condition de ne pas les saler. Voilà, on va revenir sur ça, le sel. Faut faire très attention. Alors, est-ce que ces produits... Pardon ? Question suivante. Est-ce qu'ils sont bons pour la santé? C'est la grande question. Exactement. Alors, justement, tous les nutritionnistes sont d'accord sur le principe que le grignotage
est mauvais pour la santé parce qu'en fait, il va apporter des calories en plus que nécessaire. Alors, à titre d'exemple, l'apport journalier recommandé pour un enfant, c'est 2400 kilocalories par jour. Et un paquet de chips de 100 grammes, il apporte 540 kilocalories, c'est-à-dire un tiers des besoins journaliers d'un enfant. Wow. Alors, vous imaginez un enfant, vous lui donnez un paquet de chips, après il va déjeuner. Après, il a déjà pris petit déjeuner, il va déjeuner, il va grignoter, il va manger un paquet de chips, il va dépasser ses apports. C'est ce qui va provoquer, bien sûr, le surpoids, l'obésité et toutes les maladies qui l'accompagnent. Alors, comme vous le disiez... Et les enfants ne se limitent pas un paquet, de toute façon. Exactement. Ça, c'est plus terrible. C'est quand on les voit tout le temps en train de se trimballer avec des paquets de chips. Si on n'est pas 7 paquets par jour, on va dire peut-être 2. Ils vont acheter un le matin et un pour le goûter. Mais on va revenir sur la question des chips. Vous surveillez vos enfants. Oui, ça c'est rarement. Je lui achète rarement que des chips nature, sans goût, machin. Je suis très... Il peut très bien se débrouiller tout seul avec son argent de poche. Non, il n'a pas encore d'argent de poche. Voilà. C'est ça l'astuce. Voilà. Il n'a pas encore d'argent. Et parfois avec son père, il achète et je trouve le paquet, l'emballage caché dans la voiture. Donc pour vous dire que voilà, ils sont complices. Et donc quand je me dis qu'est-ce que tu as mangé, je me dis rien. Non mais j'ai trouvé le paquet, l'emballage vide dans la voiture. Donc c'est ça. Alors pour ceux, comme vous le disiez, qui aiment les chips, les cacahuètes, ils risquent de provoquer de l'hypertension parce que ce sont des produits salés. Et bien sûr, l'hypertension va favoriser des maladies cardiovasculaires. Donc des cacahuètes, ok, mais pas salées. Les chips, de façon raisonnable, pas en grosse quantité. Ensuite, nous avons les autres qui aiment les snacks plutôt sucrés. Comme on voit par exemple les crêpes hyper garnies, on voit ce qu'ils vendent aujourd'hui dans les crêperies algériennes. Des crêpes avec la chantilly dedans, des morceaux de fruits, patates tartinées, c'est hyper méga sucré et chargé, ça c'est pas bon du tout. Il y a les barres chocolatées, les jus de fruits et soda. Alors ceux qui aiment les snacks, qui snackent tout le temps avec des produits sucrés, là ils risquent le diabète et comme on en a parlé la dernière fois, la maladie du foie gras. Oui, tout à fait. La stéatose. Exactement, donc comme l'a expliqué Dr Agabi, c'est le foie qui va... C'est la surcharge de gras au niveau du foie. Donc, et ça, c'est le chocolat, ça en excès. Le chocolat, c'est gras. Mais le problème, c'est que ça peut évoluer vers la cirrhose. C'est ça. Donc, la cirrhose du foie. Oui, carrément. Oui. D'accord. À cause lorsqu'on consomme trop de sucre, qui va se transformer en gras et donc voilà, on risque la cirrhose. Donc il faut pas prendre le sucre à la légère, c'est vraiment très très sérieux. Et le fait de prendre des jus de fruits tout le temps, tous les jours, manger trop de sucre tous les jours, etc. Il n'y a pas que le diabète, il y a aussi on risque d'aller carrément vers une cirrhose du foie et c'est une maladie très difficile. Et les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre et de gras. Sucre et de gras. Donc il ne faut pas non plus négliger la chose. Ensuite, alors pour ce qui concerne toujours, on parle des snacks et de leur impact sur la santé. Alors, on a dit quand c'est salé, c'est pas bon, quand c'est trop sucré non plus. Et les choses un petit peu s'aggravent quand les snacks sont des produits industriels, donc ils sont riches en gras, riches en sucre, avec plein d'additifs alimentaires, exactement. Des conservateurs, des colorants, des arômes artificiels. Là, en plus de l'obésité, parce que quand il y a beaucoup d'arômes, on a tendance à manger plus qu'il n'en faut parce qu'il y a le goût qui nous stimule. Donc on risque plus que l'obésité et les maladies qu'on vient de citer, parce que aujourd'hui la science a prouvé que certains, pas tous, certains additifs alimentaires qui sont utilisés par les industriels favorisent certaines maladies, mais aussi des cancers. Cancérigènes. Exactement, c'est un cancérigène. Il y a comme par exemple le E219 et le E132. Et il y en a beaucoup, on reviendra dans une rubrique sur les additifs alimentaires. Moi quand je vois les E, je me dis... Mais il y a toujours un E. Moi j'ai jamais su ce que c'était. Ou bien le SIN 219, c'est la même chose, parce qu'en fait c'est juste une question d'appellation. Le E c'est pour européen, les additifs européens. Et nous en Algérie on trouve le SIN 219 parce que c'est la signalisation internationale. Donc nous on trouve le SIN quelque chose, mais après on va revenir dans une chronique, donc on va revenir sur les additifs alimentaires pour savoir quand est-ce que c'est des colorants, quand est-ce que c'est des arômes, etc. pour essayer un petit peu de faire le tri. Très bien. Je reviens juste sur les chips avant de passer peut-être à une autre question. C'est parce que, comme je le disais, on voit souvent des enfants se balader avec un paquet de chips à la main et quasiment quotidiennement. Et donc il faut que les parents sachent que consommer des chips, ça doit rester occasionnel, pas tous les jours, parce qu'en plus du sel, il y a la pomme de terre elle-même.
donc les chips de pommes de terre, je ne parle pas des autres chips à la base de maïs, etc. Mais les chips de pommes de terre, lorsqu'elles sont cuites... Les chips en regardant la télé. Voilà, Chips et télécommande. Il ne faut pas. Alors quand... Idéal pour les feignants. La pomme de terre, quand elle est cuite à haute température, il y a son amidon qui se transforme en une substance chimique qui s'appelle l'acrylamide. Elle se constitue naturellement. Et cette acrylamide, c'est une substance chimique qui provoque des maladies et notamment elle augmente les risques de cancer. Donc ça, c'est le résultat d'une étude menée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, et publiée en 2015. Et l'EFSA, c'est une institution mondialement reconnue qui teste les aliments, qui fait des études sur les aliments. Donc ce n'est pas n'importe quel... Oui. Alors moi, j'ai testé une fois, on m'avait dit que les chips brûlaient quand avec un simple briquet, on essaye d'allumer. Ça s'allume, c'est comme une bougie. C'est incroyable. Et oui, ça, peut-être qu'il y avait des additifs alimentaires qui... J'ai essayé même plusieurs fois et ça m'a toujours intriguée. Oui. Alors quand on prend les frites, ça ne brûle pas comme ça. Oui. Alors soit peut-être il y a des additifs alimentaires justement qui brûlent, ou alors peut-être la qu'il y a forme de séchée peut-être, ou quelque chose je sais comme pas, ça. mais ça m'a toujours intriguée. En tout cas, ça brûle quand vous pouvez l'essayer. Vous pouvez très bien essayer. Il faut prendre un chips, aussi un peut-être briquet, ça brûle. Il faut aussi peut-être voir des ingrédients pour voir si c'est que de la chips naturelle ou alors parce qu'il y a des additifs. Donc ça peut être ça. Donc pour les chips, d'accord, mais pas souvent. Pas tout le temps, c'est-à-dire qu'il faut que ça reste vraiment occasionnel. Plutôt privilégier tout ce qui est chips naturels, sans colorant. Alors oui, exactement. Déjà, si c'est pour acheter des chips, surtout pour des enfants et même pour des adultes, mieux vaut acheter donc des chips naturels, juste salés, pas au goût pizza, au goût fromage, au goût je sais pas. Donc toutes simples. À la Nyona aujourd'hui, même aux fines herbes, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit parfumé mais naturellement, pas avec des arômes artificiels, parce que c'est clair quand ils mettent goût fromage, ça ne veut pas dire qu'il y a du fromage dedans. C'est vraiment un arôme. On peut préparer des chips à la maison, comme ça on est tranquille. Justement, alors on peut préparer des chips maison parce que effectivement on va rien rajouter, c'est que de la pomme de terre et du sel. Déjà on peut maîtriser le sel, on va légèrement saler, mais n'empêche que l'histoire de l'acrylamide, de la substance dont je viens de parler, c'est la même chose. Même si on fait cuire des chips maison, cette substance, l'amidon, va se transformer en acrylamide. Ça, c'est une réaction naturelle. On n'y peut rien. Donc, même si vous faites des chips maison, c'est très bien, mais vous n'allez pas les faire tous les jours. C'est tout. C'est juste vraiment, c'est la fréquence. On peut manger des chips, mais pas tous les jours. À quelle fréquence? Je sais pas, c'est une question qui m'a traversé l'esprit. Vous voulez vivre longtemps ou pas? Bah oui, je veux bien, bien sûr. Alors, pas souvent, je sais pas. Peut-être une fois par semaine, une fois par quinzaine. Voilà. C'est beaucoup quand même. Alors, pour votre santé, prenez des chips une fois par semaine et des sandwichs une fois par quinzaine. Faites du sport. Faites-vous plaisir. Vous prenez des sandwichs maison, je sais pas, ou parce que ça sera moins. L'avantage du fait maison, c'est qu'en fait, on peut contrôler la qualité des ingrédients, on peut contrôler la quantité de gras, on peut contrôler la qualité de sucre, la quantité de sucre et la quantité de gras et de sel qu'on met à l'intérieur. En fait, c'est ça l'avantage du fait maison. Peut-être ça va nous prendre un peu plus de temps, mais au moins on sait ce qu'il y a dedans et on réduit. Il faut apprendre à réduire le sel, à réduire le sucre. C'est vrai qu'on s'est habitué à ce goût salé, très bon salé. Quand c'est salé, quand on force sur le sel, c'est bon. Quand on force sur le sucre, notre palais s'est habitué. Oui, on s'est habitué à ça. Parce que le sel et le gras sont connus pour être des exhausteurs de goût, c'est-à-dire qu'ils font ressortir le goût de l'aliment. Donc alors vous imaginez les chips cuits dans de l'huile et rajoutés avec du sel, c'est clair que vous allez encore... On a aujourd'hui on pense de rajouter même à table sans même goûter. Oui, avant de goûter. Le fait de voir la salière, peut-être qu'il faut penser aujourd'hui plus à mettre sur la table, parce que le fait de la voir... On se dit sûrement il manque du sel. Exactement. Il faut systématiquement en rajouter. Aujourd'hui, les chefs cuistots recommandent de remplacer le sel par des épices. Je ne sais pas ce que ça donne. Je n'ai pas essayé. On doit sentir que ça manque de sel, que c'est un petit peu fade. Par contre, mais il est important aussi pour la santé. On peut l'utiliser pour une personne normale entre 4 et 6 grammes par jour. Donc on peut l'utiliser pour... aussi tous les apports. Si on prend de l'eau minérale, il faut prendre ça en compte aussi. Par exemple, pas beaucoup de sel. On met un peu de sel. On met un peu de sel quand on prépare à manger, mais après il ne faut pas rajouter. Exactement. Oui, c'est le sel qu'on rajoute, c'est-à-dire à table en plus,
qui n'est pas cuit, qui est plus néfaste, j'allais dire, pour la santé. Enfin, néfaste, oui. Oui, bien sûr. Attention, l'attention artérielle. Il ne faut pas oublier que les olives sont salées, le fromage, il y a du sel. Tout à fait. Donc on peut le trouver un peu partout. Salés, exactement, si on va les rajouter. Puis bon, par exemple, pour les personnes hypertendues, il existe en pharmacie le faux sel. Oui, mais même pour les hypertendus, ils ont besoin du sel. On leur demande de manger demi-sel. Donc, en général, on leur demande soit l'alimentation, soit le plat, il est sans sel et le pain, il est salé, soit c'est l'inverse. Le pain, il est sans sel et là, on met le sel. Voilà. Donc, le faux sel, finalement, c'est pas terrible. Il n'est pas recommandé. Non. C'est comme le concept du light, des produits light. Oui, produits light, alors, recommandés du tout. Pour les diabétiques, parce que vous avez le goût sucré qui insiste à manger encore plus de sucre, consommer plus d'aliments sucrés. C'est pas bon. Oui. Donc voilà. Et le pire, c'est qu'il contient l'aspartame. Oui, voilà, c'est un. Il est dangereux aussi. Il est dangereux, il est cancérigène. Exactement. Il s'avère que c'est. Donc mieux vaut manger un petit peu de sucre, privilégier peut-être. Quoique le sucre brun, il paraît que ça reste du sucre, donc il est moins néfaste que le sucre blanc. Parce que le sucre blanc. Vous avez la stevia déjà, le sucre roux, c'est ça? C'est très cher, le sucre roux, oui. Donc il est moins néfaste que le sucre blanc, mais ça reste du sucre. Donc on le consomme avec modération et on réduit les quantités. Mais l'idéal pour sucrer, ça reste le miel naturel. Ou la stevia, mais elle n'est pas toujours disponible et elle coûte cher. Donc, oui, mais bon. Quand ça fait du bien et c'est bon pour notre santé, pourquoi pas? Encore, il faut trouver qu'il faut que ça soit disponible. On ne la trouve pas tout le temps, de temps en temps, dans certaines supérettes. Il m'est arrivé de croiser des boîtes, mais on ne trouve pas à chaque fois. Juste avant de terminer cette partie, aussi, il y a bien sûr les nutritionnistes aussi des conseils. L'alimentation au zapping, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire manger devant un écran. Exactement, que ce soit télé, tablette ou PC, parce qu'en fait, la sensation de satiété ne vient pas. Le cerveau, il est parce qu'on est concentré ailleurs. Exactement, donc le signal, il n'arrive pas qu'on n'a plus faim, donc on continue. Surtout avec les films d'horreur. C'est terrible. On peut faire n'importe quoi, on se rend même pas compte. Voilà. Allez, quels sont les aliments qu'on doit justement préférer aux chips, puisque les chips sont à l'honneur aujourd'hui? Exactement, ils sont au déshonneur aujourd'hui. Alors oui, justement, heureusement qu'on peut snacker sainement et calmer une petite faim avec des aliments frais et naturels. Par exemple, les fruits. Une banane ou une orange, c'est excellent quand on a un petit creux, parce qu'en fait, elles sont riches en fibres. Une pomme aussi, c'est un groupe fort. Aussi. La pomme. Exactement. Il y a donc la pomme éventuellement. Au moins, la pomme, on peut la croquer. Oui, même une orange, on peut pas la croquer, moi. On peut pas la croquer. Je parlais du bruit. Oui. Comme les chips. D'accord, on reste dans la même thématique. Donc, on a dit une orange. Je sais pas si on peut tremper le cerveau de l'éplucher. Il y a des chips de pommes. Oui. Oui, bah voilà. C'est ça, les chips de pommes. Alors, rien ne peut remplacer les chips. Alors, on a dit donc les oranges et les bananes sont excellentes donc, pour faire un encas parce qu'elles sont riches en fibres. Et comme on l'a dit, les fibres sont connues pour être rassasiantes, donc ça nous enlève la sensation de faim. Et en plus de ça, les fibres sont excellentes pour la santé parce qu'elles protègent le côlon des cancers notamment. Oui. Donc c'est excellent. Ensuite, on n'y pense pas toujours, mais on peut grignoter des légumes. Par exemple, des carottes avec du fromage à tartiner ou alors des tomates cerises. C'est bon, voilà. Ah oui, c'est très très bon. Boîte, on les emmène. On peut les préparer comme des amuse-bouches. Exactement. Donc sur des cure-dents par voilà, exemple. Exactement. Et les manger. On les prend avec nous-mêmes au travail dans une petite boîte avec une portion de fromage à tartiner. Tout à fait. On prépare une petite sauce au fromage blanc ou au yaourt avec quelques épices. Ça donne un petit truc sympa. Les amandes. Voilà, là aussi, les fruits secs. Exactement. J'adore cette image. Alors les fruits secs aussi. Les dattes. Très artistique. C'est ce que. Alors j'y viens. Autre encassin, nous avons les fruits secs. Alors une poignée d'amandes ou une poignée de noix. Alors vous allez me dire bon, les amandes ça coûte cher, mais on va pas manger 1 kilo d'amandes pour un encas. Une poignée c'est environ 30 grammes. Il suffit d'aller dans les boutiques qui vendent des produits pour faire de la pâtisserie. Vous achetez 100 grammes d'amandes non émondées avec la peau parce qu'il y a plein de vitamines dans la peau. Donc 100 grammes d'amandes non émondées avec la peau, ça coûte à peu près 200 dinars le 100 grammes. C'est moins cher qu'un sandwich shawarma, je pense. Oui. Donc c'est meilleur pour la santé. Vous en avez pour 3 encas. À raison d'une poignée d'amandes par jour, vous en avez pour 3 encas. Bien sûr, il ne faut pas les saler.
Il y a aussi, comme vous disiez, les dattes, les raisins secs, les abricots secs et les figues séchées. Aussi, c'est excellent. Ah oui. Pour les encas, exactement. Une amatrice. Non, c'est vrai que c'est hyper bon. Les abricots chers, c'est très bon. Cher. Oh là là. Non, ils sont pas chers. Secs. Voilà, il faut. Ils sont pas chers. Ils sont pas chers. Et puis, voilà, faire un petit mélange. Un petit peu d'amandes, un petit peu d'abricots secs, de raisins secs, etc. Ça nous fait un petit mélange sympa dans un sac et on l'emmène partout. Très énergétique. Exactement. Oui, et ça calme ça nous aide pas. et c'est plein de vitamines, plein d'oligo. Ça contient du magnésium aussi. Donc un petit mélange comme ça, c'est excellent pour manger un ça encas. le matin, je pense que c'est Mais vous le prenez idéal. avec vous si vous avez un petit creux à 10 heures. S'il y a des gens qui ne prennent pas un bon petit déjeuner, un petit creux à 10 heures, vous piochez un petit peu. Si vous avez un petit creux vers 3 heures ou bien vers 6 heures, les gens qui travaillent un petit peu tard, vous piochez, vous prenez votre petite boîte avec vous. Vous avez de quoi piocher toute la journée. Et pour les enfants aussi. Aussi, par exemple, exactement. Je ne sais pas si les enfants aiment ça. Les raisins secs, ils aiment bien. Les fruits secs aussi. Exactement. Ils aiment bien. Donc, quand c'est sucré, c'est tant mieux. Ou faire aujourd'hui aussi à la petite tendance du bol avec aussi du fromage blanc ou bien du yaourt. Vous mettez à l'intérieur des raisins secs, vous coupez des abricots aussi. Vous faites un petit mélange avec des céréales aussi, de l'avoine ou quoi que ce soit. Vous préparez, vous prenez ça aussi comme un encas. Et pour finir, voilà, comme je le disais, il y a aussi les produits laitiers. Une portion de fromage ou un yaourt aussi feront un encas bon et sain pour la santé. Donc, comme quoi, les alternatives existent. Quand on a faim, on n'est pas obligé d'aller acheter une pizza ou alors piocher dans un paquet de chips. Voilà. Donc, on peut préparer juste une petite préparation. On achète en avance ce dont on a besoin peut-être pour la semaine. On prépare un petit sac et on l'emmène avec nous tous les matins. On prend une petite quantité et puis voilà. Il faut penser à sa santé, c'est important. Exact. Même si ça coûte un peu plus cher. Pas forcément ce que je vous ai dit. Un paquet de chips, j'allais dire. Oui, bon, un paquet de chips, c'est 50 dinars, quelque chose comme ça. Ça dépend. Je sais pas, je connais pas. Ça dépend. Ça peut aller jusqu'à 200 dinars. Ça peut aller jusqu'à 500. Ça peut aller jusqu'à 500 Oui, dinars. c'est importé, mais je pars ceux fabriqués ici, donc je pense qu'on peut, comme je vous ai dit, 200 grammes d'amandes, plutôt 100 grammes d'amandes à 200 dinars et quelques raisins secs, etc. On achète une fois par semaine tout ça. Pour 500 dinars, vous achetez un petit mélange, vous préparez un sac et tous les jours vous piochez une poignée avec vous. Je pense que ça revient moins cher que d'acheter, comme je vous ai dit, des sandwichs. Parce que quand on a faim, on va se rabattre sur le fast-food du coin, ça c'est clair. Mais quand on a quelque chose sur soi, je pense que ça va vous décourager de sortir et d'aller acheter. Et puis quand on prend l'habitude, je pense qu'on change. Oui, c'est clair. Quand on arrête de manger ce genre de nourriture, après on a du mal à y retourner. J'étais une fan à des fast-food, maintenant j'y arrive plus. Moi aussi. L'idée, quand on décide l'odeur, rien que l'odeur. Tout à fait. Même c'est les habitudes, quand on s'habitue facilement aux choses. Voilà. Oui, quand on décide par contre d'arrêter, Non, mais on doit prendre des choses en main parce qu'en Algérie, justement, les cancers du côlon, je crois, sont parmi les premiers cancers. Il y a une augmentation. Ça touche les jeunes maintenant, ils sont asymptomatiques. Oui. Le cancer colorectal. Exactement. Il y a une augmentation terrible à cause des fast-food et de ce genre de la malbouffe. De restauration rapide. Exactement, la malbouffe en général. Exactement. Alors, la circulation ce matin, c'était fluide ou je suis venue tôt, donc non, ça marchait ça roulait très bien. Ça roulait très bien. Pour vous aussi? Moi aussi, Moi, je suis sortie à 6h du matin. Moi, je suis sortie à 7h. Mais pourtant, à 7h, généralement, à 7h, c'est blindé de partout. Ça va. Ah bah très bien. Généralement, les gens déposent leurs enfants à l'école, mais ensuite, ils démarrent. Donc, c'est à 8h que c'est bon. Restez avec nous, les filles. Karim Haïfa, justement, à travers ce reportage, il nous parle des désagréments des embouteillages. Regarde. Mon vécu. C'est l'heure de pointe dans la capitale et ses rocades. Une heure de pointe devenue le calvaire pour des millions d'automobilistes algérois, éreintés de faire plusieurs heures par jour pour aller travailler ou tout simplement se déplacer en voiture dans une des capitales les plus embouteillées du monde. C'est clair qu'on perd patience dans ces bouchons. Vous vous rendez compte, un trajet de 10 minutes à pied, on le fait en 30 minutes en voiture. Je sors de chez moi à 7h du matin et j'arrive selon la circulation vers 9h ou 10h du matin à sa maison. Et c'est toujours pareil. On est coincé dans ce bouchon, 3 heures pour aller de Draria à Harrach, vraiment c'est trop.
Des bouchons qui poussent certains automobilistes indélicats à emprunter la bande d'arrêt d'urgence, empêchant toute intervention de la protection civile en cas d'accident de la circulation. C'est la principale cause des nombreux retards dans nos interventions, des interventions qui peuvent sauver des vies, pour peu qu'on libère cette bande d'arrêt d'urgence qui est exclusivement réservée aux véhicules du SAMU et de la protection civile. Certains automobilistes ont trouvé la parade pour échapper aux bouchons de la capitale grâce aux nouvelles technologies. C'est un système de talkie-walkie pour tous les conducteurs algériens. C'est une application gratuite pour avoir l'information du trafic routier au temps réel. Donc يكون عندهم المعلومة تاع وين كاين les bouchons في الوقت الآني. Une solution parmi tant d'autres et des projets en cours de réalisation pour désengorger les points noirs dans les artères de la capitale. En attendant, les automobilistes n'ont d'autre choix que de s'armer de patience et de partager la route tout en gardant leur calme. Allez, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie, on l'a annoncé au début de notre émission. Bonjour d'Algérie lance aujourd'hui la rubrique Prévention routière présentée par Hasna Zobiri. Bonjour Hasna. Bonjour Soumaïa. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, pour votre toute première rubrique, vous avez choisi de nous parler des jeunes au volant. Excellent choix quand on sait que les jeunes conducteurs sont à l'origine de plus de 35% des accidents de la circulation sur nos routes. Tout à fait. Alors 35%, c'était en 2018. Pour les 11 premiers mois de l'année 2019, ils étaient à l'origine de 40% des accidents de la circulation, selon le bilan établi par le Centre national de prévention et de sécurité routière. Donc les jeunes, ils sont souvent inconscients. Manque d'expérience aussi, ils n'ont pas tout le temps la tête concentrée sur la route. Ils sortent généralement de la maison en retard. Pas forcément en fait, hein, non, pas forcément. Pas forcément, c'est plutôt d'après le sondage, en fait, les interviews qu'on a fait avec les automobilistes, avec les jeunes eux-mêmes. Ils parlent carrément ils aiment la vitesse. Non, ils aiment la vitesse, ils aiment se montrer, ils veulent se prouver. C'est la fougue de la jeunesse. Voilà, prouver qu'ils se débrouillent bien, voilà. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça, peut-être, voilà, c'est ça. Ils veulent vraiment se montrer, qu'ils savent conduire, ils préfèrent faire de la vitesse que conduire tranquillement en fait. Ils ont un peu trop d'assurance. Voilà. Mais sur la route, il faut plutôt respecter le code de la route et faire attention. Exactement. Faire attention à soi et faire attention aux autres aussi. Exactement. Parce que c'est une responsabilité finalement, prendre la voiture, conduire. Exactement. En fait, c'est carrément l'irresponsabilité, vu leur âge, vu le manque d'expérience. C'est plusieurs paramètres en fait. C'est l'inconscience quand on est jeune. C'est l'immaturité en fait. Voilà, c'est l'immaturité, tout à fait, tout à fait. Alors, selon le Centre de prévention de la sécurité routière, alors les jeunes conducteurs seraient impliqués dans 40%, vous l'avez dit, des accidents de la route, ainsi que ceux détenteurs d'un permis de moins de 5 ans. Alors, les moins de 5 ans... lesquels seraient à l'origine de 50% de ces sinistres. Non. C'est pas vraiment ça. En fait, d'après toujours le même bilan des 11 premiers mois, de janvier jusqu'à novembre, donc on parle de 20%. De moins de 5 ans. Donc, ce qu'on appelle les 80. Les 80, c'est 2 ans. C'est 20%, ils sont impliqués dans 20% des accidents de la circulation. C'était l'objet d'un des reportages que j'ai fait. Vous avez réalisé. Voilà, tout récemment. J'ai parlé avec les automobilistes, j'ai parlé avec les apprentis, en fait, ceux qui passent le permis de conduire. On parle même si on a augmenté le nombre d'horaires, que ce soit dans la théorie ou la pratique, mais quand même, ça reste vraiment très insuffisant.
en fait, les apprentis parlent d'insuffisance, mais les formateurs parlent de non. En fait, les apprentis ne sont pas vraiment, ils n'ont pas la tête, ils veulent pas apprendre. Alors les jeunes veulent conduire tout de suite. Pour le permis de conduire, c'est juste un document pour les autorités pour qu'ils puissent, voilà, facilement, pour qu'ils conduisent. Et les femmes préfèrent plutôt la théorie que de conduire. Voilà. La pratique. Alors aujourd'hui, faut-il justement relever le niveau de la formation des futurs conducteurs et pour lutter contre ce phénomène des permis aussi de complaisance, afin de diminuer le sinistre routier? C'est important d'en parler aujourd'hui. C'est important, oui, c'est important. Il faut relever le niveau. En fait, il y a un circulaire qui va être appliqué incessamment par le ministère des Transports. Moi, j'en parle parce que en fait, j'ai interviewé tout récemment un responsable au niveau du ministère des Transports, c'est l'inspecteur général du Centre national des permis de conduire. On va suivre dans un moment. Voilà. Oui. Et il parle justement d'un nouveau, en fait, d'une réorganisation carrément du permis de conduire, introduire incessamment aussi le permis à points, dont on parle depuis quelques années, mais en fait, oui, ça va se faire prochainement, Inch'Allah. On va suivre le reportage que vous nous avez préparé. Alors, c'est un reportage vous revenez toujours sur les jeunes. Sur les jeunes, la conduite des jeunes. J'ai interviewé un professeur qui a effectué une étude et on va voir un peu ce qu'il dit. Allez, allons-y, on regarde. On revient tout de suite après pour en parler. La matinale continue, madame, monsieur. Les jeunes sont à l'origine d'un grand nombre d'accidents de la route en Algérie. Selon un bilan des 11 premiers mois de 2019 du Centre national de prévention et de sécurité routière, 40% des tragédies routières sont causées par de jeunes conducteurs. Que pensent experts et automobilistes du comportement des jeunes au volant? الانكونسيونس تاع لي جان هادو ما نكذبش عليك، انا نشوف السوقان تاعهم كاتاستروفيك، يزيكزاكي لا فيتاس كلش كاع. هذا البروبليم الكبير اللي عندهم. ولا قلت لك الانكونسيونس يعني الوعي تاعهم ناقص بزاف، ماهوش يشوف بلي هو يريسكي بروحه اول حاجه او يريسكي بالناس، او يريسكي بجميع بالماتريال تاعو، الماتريال تاع الناس، بلي جون، بدراري صغار. واش نقول لك، الله يهدينا. Moi ça fait une année de cela. J'ai failli perdre toute ma famille. درت accident دخل فيها un petit jeune يجري في l'autoroute. Il m'a percuté de derrière. حتى بنتي طارت لي من لا لونيت arrière. Et quand on voit le chiffre alarmant هذا في الجزائر c'est vraiment لازم يكون الردع. Sincèrement. أنا نصوب العقل. أنا نشوفوا بزاف سورتو اليامات هادوما راهم بزاف لي زاكسيدون. شو شغل هذا فيس الناس قاعد تحب لا فيتاس سورتو عند لي جان. شغل يحب طوموبيل بويسون، يحب يمشي، يحب طريق تكون فارغه يحب يمشي، يبين روحه باسكو طريق شغل اللي يحب يشوف طريق فارغه يحب يمشي، يحب يشوف لا فيتاس. C'est peut-être aussi la prise de risque parce qu'en fait les jeunes ont tendance à prendre plus de risques que les autres franges de la population. Vous savez, un jeune il se croit, je dirais, capable de tout faire et par conséquent ce risque se matérialise, il est vrai, par je dirais, des accidents, une accidentalité plus importante pour cette frange-là. Oui. Plus de 24% des conducteurs impliqués dans des accidents de la route ont entre 18 et 29 ans, ce qui démontre la responsabilité de cette frange de la société dans les catastrofes routières. La répression et les différentes campagnes de sensibilisation n'ont pu dissuader ces jeunes conducteurs qui continuent à prendre des risques parfois mortels. Pour améliorer le système de sécurité routière, il y a plusieurs niveaux, je dirais, sur lesquels on peut intervenir. Alors je fais assez rapidement. Tout d'abord, il y a un travail en amont en termes de politique de transport, en termes d'aménagement de territoire. Nous avons également à développer des règles de sécurité routière. Il faudrait les appliquer. Ce n'est pas le fait de les avoir sur papier, en termes de loi, en termes de réglementation. Il faudrait aussi pouvoir les appliquer. Alors, en plus de ça, il faudrait développer des infrastructures qui offre un niveau de sécurité important, n'est-ce pas, en termes d'audit qu'il va falloir faire au niveau des points noirs, là où il se produit plus d'accidents. Vous avez également attention à faire ou à apporter une attention particulière aux véhicules, parce que les véhicules n'offrent pas toujours les mêmes niveaux de sécurité. Certaines voitures ne sont pas dotées de dispositifs, par exemple, je dirais d'airbags, éventuellement, d'ABS, d'ESP, etc. Donc une politique d'harmonisation en termes d'habilitation, en termes de, je dirais,
d'homologation, n'est-ce pas, des véhicules va apporter un mieux. Il y a aussi l'effort sur la formation, sur l'étude, sur les études, la recherche. Et par rapport à l'ensemble de tout cela, on pourrait arriver à améliorer le niveau de sécurité routière. Dans une étude présentée en 2016 et qui a remporté la médaille nationale de l'innovation, professeur Fels Boubakour s'est penché sur la question de l'insécurité routière, un phénomène qui a un coût estimé selon le professeur Boubakour à 100 milliards de dinars. L'étude que nous avons menée, actualisée en 2016, a donné un chiffre de 100 milliards de dinars. 100 milliards de dinars, ce qui est quand même assez important, on pourrait dire que c'est un peu moins d'1 milliard de dollars. Mais en tout cas, il y a des gains, je dirais, des possibilités de réduire ce coût-là, parce que le coût, il est en termes de coûts sanitaires, n'est-ce pas? Ça coûte très très cher pour prendre en charge aussi bien les blessés graves que le reste. Et puis il y a un manque de capacité de production. Nous avons des gens qui ne sont plus en mesure de travailler, donc il va falloir pour la société une prise en charge de tout cela. Donc le chiffre reste assez important. Je vous donne à titre d'exemple. Un tué en Algérie coûte pour la collectivité 1,1 milliard. Quand quelqu'un meurt, c'est 1,1 milliard qui est parti en fumée. Parce qu'il faut prendre en compte la perte de capacité de production, il ne produit plus. Mais en même temps, on a investi pour sa scolarité, n'est-ce pas, et qui est parti en fumée. On a investi sur, je dirais, la prise en charge de ses enfants, etc. C'est la collectivité qui va prendre en charge quand la personne disparaît. Les dernières statistiques démontrent que 95% des accidents de la circulation sont causés par le facteur humain. Différentes causes sont à l'origine d'un bilan qui fait annuellement plus de 3000 morts. Inconscience, non-respect du code de la route, mais également le niveau de formation des futurs conducteurs. Des comportements qui devront changer. Seul remède, selon les experts, serait l'application du permis à points. Ah, le permis à points. Alors, le permis à points, je ne pourrais pas dire plus que ce que disent les responsables du ministère des Transports. Ça va être pour prochainement. En fait, ça a tardé pour la raison pour une raison bien précise. C'est le fichier national du permis de conduire. D'accord. Avec le permis biométrique. Donc, on commence dans certaines communes, dans certaines wilayas, on commence à archiver nos permis de conduire, mais ça va prendre un peu de temps parce que c'est pas tout le monde qui est pressé pour avoir un permis de conduire biométrique, voilà. Et tant qu'il n'a pas le permis de conduire biométrique, on peut pas l'archiver, on peut pas le tracer. Et je pense que ça va un peu traîner quand même. Alors, on le rappelle, les jeunes entre 18 et 29 ans, vous dites, les moins de 20 ans seraient donc impliqués dans 40%, vous l'avez dit, juste pour rappeler, 40% des accidents de la circulation sur nos routes. On l'a annoncé, les détenteurs d'un permis de moins de 5 ans seraient donc à l'origine de 50% de ce sinistre. Les moins de 2 ans, par contre, c'est à 20%. Des accidents de la circulation. C'est un bilan assez lourd. Assez lourd, beaucoup de morts, énormément de blessés. Le nombre d'accidents, même s'il a baissé, le nombre annuel a baissé, mais le nombre de morts reste quand même assez important. Les accidents, en fait, ils sont de plus en plus graves, même si les nouvelles voitures sont dotées de nouvelles technologies, ABS, j'en parle, en fait, des airbags et tout, mais malgré ça, le nombre de morts reste quand même assez important. Et le coût de la prise en charge. Tout à fait. Moi, je reviens sur la sensibilisation, Soumeya, en parlant des 18 et 29 ans. Je pense qu'ils sont pas vraiment... Il y a vraiment l'irresponsabilité de cette frange de la société, certes, mais il y a aussi, je pense, pas suffisamment de campagnes de sensibilisation au profit de cette frange de la société. Alors, vous me tendez la perche. En 2017, justement, il y a eu une campagne de sensibilisation assez importante quant à la prévention routière. Et de janvier à juillet 2017, on a enregistré 14 900 accidents, un chiffre quand même en baisse par rapport à 2016. Par rapport à 2016, pour la même période, donc en 2016, grâce justement à cette campagne de sensibilisation qui a eu lieu. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut
c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps, sensibiliser, surtout les jeunes, quant au respect du code de la route. En fait, les campagnes de sensibilisation sont menées souvent par les forces de l'ordre, à savoir la gendarmerie nationale et la DGSN, la police. Mais certaines associations sont vraiment impliquées, comme l'association Tariq Salama qui a été créée par notre ami Mohamed Lazouni il y a quelques années. Mais ça reste quand même insuffisant. En fait, aujourd'hui, pas seulement les jeunes, la frange entre 18 et 30 ans, mais il faut, je pense, commencer dès les jeunes âges, c'est-à-dire les écoles très tôt. Vous avez les Amis de la route de Tizi Ouzou. Oui, il y a pas mal d'associations. Énorme dans ce sens. Oui, mais ça reste quand même insuffisant vu le nombre. On est 40 millions d'habitants, vu le bilan qui est très lourd. Je pense qu'il faut assez. En fait, récemment, j'ai parlé à M. Lazouni, on l'a rencontré, on lui a fait carrément un portrait. Et il m'a raconté une anecdote. Il y a une dame dans son travail de proximité, de sensibilisation. Il me dit il y a une dame qui est venue me voir il n'y a pas longtemps. Elle me dit j'étais avec mon fils, je conduisais normalement, il y avait une plaque de stop. Elle a marqué son stop. Et il y a un chauffard qui est passé à gauche, il l'a doublé, il n'a pas marqué son stop. Son fils, comment il réagit de 8 ans? Il lui dit Maman, هو ما يخافش انتي خوافة. Alors là, il faut vraiment donner l'exemple à nos enfants. Quand on conduit, nos enfants sont avec nous, on se dit ils sont petits, ils font pas attention. Mais non, l'enfant c'est carrément une caméra, il enregistre tout, il n'oublie rien. Et cet enfant d'aujourd'hui, c'est l'adulte de demain. C'est le chauffeur de demain. C'est ça, c'est le chauffeur de demain, c'est le conducteur de demain. Si aujourd'hui on lui donne un mauvais exemple, certainement il va le reproduire demain. C'est clair. Et pour pardon, si je peux juste dire quelque chose. Par rapport à la sensibilisation envers les jeunes, je sais pas, je pense qu'il faut trouver aussi un moyen de communiquer avec eux, parce que je ne sais pas si les campagnes qu'on voit à la télévision les touchent. J'ai l'impression que non. Je pense qu'ils ont l'habitude, même si parfois on montre des spots qui sont un peu choquants, etc. Mais je pense qu'ils voient encore plus de violence dans les films qu'ils regardent, donc ça leur fait rien. C'est ça. Donc je sais pas, je pense que peut-être plus que la sensibilisation de proximité grâce aux associations de quartier, les associations, vraiment il faut se rapprocher le maximum. Exactement. Et peut-être faire appel aux personnes qui ont été touchées directement par les accidents de la route pour qu'ils les rencontrent, pour qu'ils les voient directement. Peut-être que ça va leur faire quelque chose. Mais juste des spots, des spots comme ça, c'est insuffisant. Je suis d'accord avec toi. Trop de distance. Donc, si c'est le rôle des médias, c'est à nous aussi de sensibiliser. On fait partie. Et le travail aussi de proximité des associations. Je pense qu'ils ont plus de pouvoir que nous, plus d'impact que nous. C'est vrai. Alors il y a un policier américain j'ai vu ça récemment, qui avait répertorié qui avait noté. Tout au long de sa carrière, toutes les excuses un peu bizarres, un peu bidons qu'on lui sort à chaque fois qu'il arrête quelqu'un. Donc, une dame lui a même sorti « Je viens de parler à maman, elle est morte ». Ah, j'adore. Oui. Donc, je dois partir. C'est pour ça qu'elle C'est pour ça qu'elle faisait de la vitesse, en fait. Voilà. Et ça, c'était... donc, il en a fait un petit livret qu'il a gardé, en fait. Tout au long de sa carrière, tout ce qu'on a pu lui sortir et comme excuse. C'est fou, hein. Ça existe même chez nous. Chez nous, c'est non. C'est pas vrai. Oui, pour pouvoir se faire des différentes sorties avec la gendarmerie. La dernière fois, on a mis un radar. L'autoroute, nouveau tronçon chez Arba, Khraïsia, ou je sais pas quoi. En fait, voilà, ils ont placé le dispositif le radar. Et du coup, les gens s'arrêtent. Ah, mais كنتش على بالي هذا جديد هنايا. Et puis on نعرف كاع الرادار. Donc pour te dire, واحد يقول له non, j'ai une urgence, ma mère, l'autre c'est mon fils, je suis en retard et il faut que j'arrive toi. Voilà. En fait, toutes les excuses sont bonnes pour faire de la vitesse. Pour sauver son permis. Puis j'aime bien pour faire de la vitesse aussi. L'excuse de vous n'avez pas l'habitude de mettre le radar ici, elle est géniale aussi. Ouais, vous n'avez pas l'habitude. La première victime.
Ah, vous n'avez pas l'aime, c'est nouveau. Je ne savais pas. Je vais faire attention. Voilà. Pas ici. C'est ça. Voilà. Merci en tout cas les filles. Merci à vous. C'était sympa et c'était fort intéressant. En tout cas, Canal Algérie a toujours donc consacré des émissions et des reportages. Dernier appel, Soumeya, aux parents. Oui. Aux parents, c'est-à-dire quand ils ont des adolescents entre 15 et 17 ans, 18 ans voire, il ne faut pas qu'ils les laissent conduire et prendre la voiture, leur donner les clés de la voiture, leur vie sans danger. Il faut savoir qu'à 17 ans, on peut conduire avec un auto-école. Oui. Donc, à 17 ans, oui, on peut s'inscrire pour une formation, mais pas prendre pour des le cours volant. de conduite. Voilà. Cours de conduite avec une autorisation parentale. Parentale, tout à fait. Voilà. On peut déjà apprendre à conduire à 17 ans, mais jamais seul. Hein. Jamais seul. Les parents, il faut faire très attention, c'est-à-dire cacher les clés. Cacher les clés. Non, carrément, il faut dire que non. Il faut sensibiliser. Non, tout simplement, non. Enfants, non, je ne donne pas les clés de la voiture, ça te met en danger et la vie d'autrui aussi. Exactement. Savoir parler. Certains qui... aux enfants. Savoir parler. C'est pour ça qu'on a parlé de responsabilité qu'on a quand on prend sa voiture, quand on conduit une voiture. On a une responsabilité. Il y a la vie des personnes qui est en jeu. Qui est en danger. Enfin, exact. J'allais dire en danger aussi. Mais pas toujours en danger en tout cas. Oui. Pour ceux qui ont peur de l'avion, on est plus en sécurité à bord d'un avion qu'à bord d'une voiture. Donc faites attention sur les routes. C'est important. Merci beaucoup les filles. Merci à vous. Et on va vous offrir une chanson. Ah oui, merci. Oui, merci. Allez, Amaziria de Freakland. On se retrouve tout de suite.
Bonjour d'Algérie, dernière ligne droite. On accueille Ahmed Grigahsen pour la rubrique savant et chercheur algérien. Bonjour Ahmed. Bonjour Soumeya, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaikum. Sabah al-nour, comment ça va? Alhamdoulilah, barak fik. Alhamdoulilah. Allez, Ahmed, aujourd'hui on va parler de Ahmed El-Tifachi, l'un des rares scientifiques musulmans qui s'est intéressé à la géologie au Moyen-Âge. Tout de suite après ceci. Célèbre géologue et musicologue également musulman du Moyen-Âge, né à l'époque almohade en 1184 à Tifesh, Soukahras, une commune de Soukahras, et décédé en 1253 au Caire. Je vous laisse en parler, Ahmed. Très bien. Donc, Tifachi, c'est aussi le contemporain. De l'autre côté, on a Ibn Rushd, on a Ibn Zar, les médecins, on a les grands noms de l'Andalousie. Donc, c'est une époque qui est le résultat de travaux antérieurs, donc de générations qui ont fait un travail, et cette génération, c'est le résultat, le fruit de leur travail. Donc, Tifachi, il est de Tifesh. Tifesh, c'est une commune de Soukahras, de la région de l'Est de l'Algérie. Il y a bien sûr Tifachi nous est disputé par nos voisins les Tunisiens, qui ont fait un Tunisien en l'appelant Gofsé parce qu'il a été juge à Gofsa aussi. Comme son père d'ailleurs. Comme son père, comme son oncle. C'est une famille d'érudits et on se dit maintenant, voilà, exactement ça, c'est la position de Tifesh à l'est de l'Algérie, juste au sud-ouest de Soukahras. Donc c'est pour montrer qu'il est authentiquement algérien, c'est aussi une fierté algérienne. C'est l'une des fiertés du monde musulman parce qu'il s'est intéressé à des aspects culturels, scientifiques, auxquels d'autres scientifiques ne se sont pas intéressés. Donc, entre autres, vous avez parlé de géologie, minéralogie, donc bien sûr par son travail, la musicologie aussi. On ne sait pas, on n'a pas trop de détails sur son apprentissage, son éducation première, où est-ce qu'il a étudié. On imagine qu'il a été, que c'est son père qui a été son premier tuteur, qui a été son premier enseignant. Il a dû apprendre le Coran, les préceptes de la langue arabe. Et puis, il a commencé à se déplacer. Un premier voyage, il revient chez lui, puis un deuxième voyage, et il s'intéresse à la minéralogie, qui le mène, donc c'est un long voyage qu'il fait. Alors, d'abord en Arménie. Exactement. En Perse. En Perse. Et Azerbaïdjan. Oui. Donc il a fait pratiquement tout l'espace musulman de l'époque à la recherche de ces perles rares, de ces pierres précieuses. Et puis il a collecté tout ça et il en a fait une étude très intéressante et très scientifique. Donc la méthodologie est tout à fait respectable. Donc il parle des pierres, il en cite 25. Donc il y a Zumurrud, donc tout ce qui était connu à l'époque. Et il en fait une description avec une méthodologie très scientifique. Donc, il parle des sources, on voit ce qu'on les trouve. Il essaie d'expliquer les couleurs, il donne même les prix. Il explique comment elles sont arrangées, comment est-ce qu'on utilise chez les bijoutiers. Donc, il donne une description parfaite de ces pierres. Donc, c'est très intéressant. Et le livre n'est pas une curiosité de l'époque. Donc, les gens qui l'utilisent maintenant, ils l'utilisent parce qu'il donne des informations, il parle des mines de l'époque. Donc, il y a des gens qui cherchent encore les filons, donc ils peuvent revenir à Tifachi, son œuvre, pour essayer de retrouver les anciennes mines et les situer, pour essayer pour les exploiter encore une fois. D'accord. Donc ça, c'est son œuvre concernant la minéralogie, concernant les pierres précieuses. Exactement. Et il est, je pense que l'un des rares, en tout cas, s'il y a des gens qui sont intéressés à ça dans le monde musulman, donc l'époque d'or de la civilisation islamique, ils seraient peu nombreux. Ils seraient moins de 10. Donc très peu nombreux. Donc ils seraient rares même. Oui. Donc il y a ça. Il y a le deuxième aspect, le livre qu'il a écrit sur la musique. Donc bien sûr. Écrivain, ontologiste aussi. C'est un homme de lettres, c'est un scientifique parfait.
Il s'est intéressé aussi à des aspects médicaux, donc à la sexologie, donc à plein de problèmes, exactement. Donc, avec tout ce qui va avec en termes d'alimentation, en termes de diététique, en termes donc c'est pratiquement un travail de médecin. Médecine, exactement. Oui, d'hygiène, pharmacologie, il y a plein d'aspects, et aussi d'éducation, de rapport sociétal. Donc il aussi en parle. C'est un homme très curieux, c'est un travail très particulier. Il écrivait en arabe. Bien sûr, c'est un Algérien, donc oui, bien sûr en arabe, ni en turc, ni en perse. Le travail, bien sûr, a été édité plusieurs fois, donc on voit là la couverture du livre. Il a été édité en Tunisie, parce que bien sûr, je vous l'ai dit, une partie de notre patrimoine a été confisquée par nos frères les Tunisiens, une autre partie par les Marocains, une autre partie par les Français, et maintenant il y a d'autres gens qui sont en train de faire un travail de ça aussi. Donc, pour revenir au travail de Mut'at al-Isma' fi ilm as-sama', ça c'est un autre travail qu'il a fait en musicologie. Donc bien sûr, il classe les différentes mélodies, ça c'est le manuscrit. Il classe les différentes mélodies, il essaie de les expliquer, il y a un rangement. Et puis ce qui est curieux, il nous donne aussi le corpus des chansons qui étaient chantées à l'époque entre le Maghreb et l'Andalousie, qui est presque entièrement différent de ce qui est chanté maintenant. Donc à l'époque almohade, ils avaient un répertoire qui chantait, qui était différent. Ça, vous voyez là en rouge, ce qui est souligné, c'est les noms des pierres. Donc vous avez par exemple Jawhar al-Yaqut, al-Zumrud, al-Burjud, al-Balkhash, al-Banfash, Baradi, al-Mas, Ain al-Her, al-Bazar. Donc ça, c'est les 25 noms qu'il cite. Donc c'est pour ça que j'ai présenté Marnatis aussi. Exactement. C'est des noms que le Bellaour, voilà. Ça, c'est le dernier livre qui a été édité en Tunisie, Mut'at al-Asma' fi ilm as-sama'. Donc, on revient à la musicologie. Donc, il donne, je disais, le répertoire qui était chanté à l'époque. D'accord. C'est en plus une terminologie qui n'est plus d'usage maintenant, à un certain moment. Et il explique aussi, jusqu'à son époque, l'évolution de cette musique andalou-maghrébine, parce que c'est la même chose, en fait, déjà à l'époque. Donc, et ce travail nous permet aussi de voir que ce qui est dit maintenant que la musique andalouse, algérienne ou maghrébine, c'est un héritage de... ça, c'est le manuscrit du livre qu'on vient de voir là, sur la musicologie. Donc, ce qui dit maintenant que la musique qu'on a héritée, c'est les Andalous exilés d'Andalousie qui ont rapporté avec eux. Ça veut dire que ce n'est pas vrai, tout simplement. Parce que les gens chantaient déjà au Maghreb, et ils chantaient en Andalousie, ils avaient le même répertoire. Donc il y avait déjà un fond commun entre les deux. Tout à fait. Donc c'est une preuve. Tifachi est une preuve, déjà au XIIe siècle, et il donne, et il explique. Donc tout ça, c'est l'intérêt de la recherche dans la documentation, de revenir aux documents, de revenir aux manuscrits. Il y a aussi, je vous l'ai dit, entre l'évolution entre Kitab al-Aghani d'Abul Farj al-Asbahani et ce qui a été retenu dans le livre de Mut'at al-Asma' de Tifachi, il y a aussi une évolution. Donc il y a 3 siècles d'évolution entre le patrimoine abbasside, hérité, et puis ce qui a été transmis par Zérieb, ce qui a été gardé par les Maghrébins, et ce qu'ils ont rajouté, on peut aussi voir l'évolution de ce répertoire. Tout à fait. Donc, tout ça, c'est l'intérêt qu'on a à étudier Tifachi. Donc, il aurait principalement vécu à Tunis, au Caire et à Damas, comme tous les savants de l'époque. Exactement. Il passait obligatoirement par Damas. Dimashq, Bilad al-Sham, c'était un peu inévitable. Le Caire également. Bien sûr, ça, c'est les centres. C'est les centres civilisationnels du monde musulman, de tout cet espace. Donc, ils allaient. À l'époque, il y avait une évolution qui s'est faite en Égypte, qu'elle a fini par capter toutes pour
par attrayer, capter toutes ces sommités, ces érudits. Donc, ils sont partis s'installer en Égypte. Il a terminé aussi sa vie avec une catastrophe parce qu'il a envoyé ramener sa famille par bateau et c'est toute la famille qui décède parce que par un naufrage. Donc, à la fin, il était avec eux. C'est le seul qui a pu, donc, le seul rescapé, c'était lui. Donc, il a tout perdu au large de la Libye. Et puis, il part en Égypte, ayant tout perdu, donc enfants, femmes, biens, bibliothèque. Donc, ça nous rappelle un peu l'histoire d'Ibn Khaldoun aussi à la fin. Il a terminé sa vie esselée. Voilà, donc c'est les aléas de la vie, exactement. Mais n'empêche que 8 siècles après, on en parle aussi. Et c'est pas on en parle parce qu'on est juste fier que Tifeshi soit de Tifesh, qu'il soit algérien, non. Parce que Tifeshi, il a contribué à la civilisation universelle dans un aspect très particulier qui est la minéralogie. Et c'est une référence. Le travail a été traduit à plusieurs langues. Il est étudié partout. Il a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un intérêt. Il y a aussi de l'intérêt parce qu'il a situé les mines, il a situé les lieux d'excavation. Donc tout ça c'est Tifeshi, et tout ça c'est l'intérêt d'étudier Tifeshi et de rappeler l'importance de toute cette érudition qui a fait un jour le bonheur de cet espace qui s'appelle maintenant l'Algérie. Voilà. Exact. Alors il s'est intéressé également au droit, à la jurisprudence, aux sciences naturelles, l'astrologie et aux études sociales, ça vous l'avez dit. Donc sans oublier bien sûr la poésie, parce que la poésie, on devait absolument exceller dans cet art quand on est un homme cultivé, un homme de culture. À l'époque, même si on n'avait pas le talent de poète, l'environnement vous obligeait à vous canaliser. Donc c'est un apprentissage. Dès qu'ils sont tout jeunes, ils commencent à faire leur premier vers. Donc il y a leurs parents qui connaissent tout le patrimoine, qui connaissent tout le corpus de la poésie arabe. Donc ils les corrigent, ils évoluent comme ça. C'est un moyen d'expression. Un poème, c'est un moyen d'expression parce qu'on exprime ses sentiments, on exprime, et c'est aussi un moyen didactique parce que aussi il y a certaines sciences qui sont enseignées par des poèmes didactiques. On connaît donc Matn ibn Ashir, on connaît Alfiyat ibn Malik, on connaît tout ça, c'est des poèmes didactiques que les gens apprenaient par cœur et donc ils n'avaient plus, du coup ils n'ont pas besoin d'avoir leur livre avec eux. Maintenant on a nos téléphones portables où on peut mettre tous les livres qu'on veut, mais à l'époque ils se déplaçaient avec une bibliothèque dans la tête parce qu'ils savaient tout par cœur, donc ils apprenaient tout par cœur. Donc en premier ils sont entraînés par l'apprentissage du Coran. Donc il y a aussi la baraka du Coran, bien sûr, quand on apprend le Coran. Et puis ça devient de l'automatisme. Donc chaque fois qu'on tombe sur un document, on ne sait pas si on va le retrouver, le revoir une autre fois. Donc il faut l'apprendre par cœur. Ils apprenaient comme ça. Et c'est comme ça qu'ils transmettaient. C'est une façon. Et puis c'est comme ça qu'ils argumentaient aussi. Donc quand il y avait un désaccord entre deux savants sur une question de grammaire, donc il fallait avoir son argument. L'argument c'était quoi? C'était un vers de Alfiyat ibn Malik, c'était une phrase de l'Ajromiya, donc Shahid Ta, qui lui donne aussi un Shahid, donc un exemple. Et c'était comme ça qu'ils argumentaient. Aujourd'hui, Jidou al-Darb devient une épreuve. Calcul mental. Oui, c'est bon. On a perdu les bonnes habitudes. Voilà. Parce qu'avec la calculatrice, c'est bien plus simple. Maintenant, on a tendance à avoir une... Ça, c'est l'évolution aussi. C'est une dévolution. Non, c'est l'évolution technologique. Technologique, parce qu'on a tendance à avoir cette mémoire imagée et l'image ne frappe pas. Donc, parce qu'en apprenant un texte, on a les deux mémoires qui travaillent. On a la mémoire de l'image. Il y a aussi la mémoire sonore qui est dans la tête qui tourne. Donc, il y a les mots qu'on garde. Forte mémoire visuelle, bien sûr, vous avez raison. Donc, on a les deux qui travaillent. Maintenant, on fait défiler sur le téléphone, sur l'écran du téléphone, le smartphone. Donc, on trie comme ça, et c'est une image qui cache une autre, c'est une image qui va écraser une autre, et donc à la fin, on retient rien. Ouais, du coup, justement, quand on parle de ces gens... Trop d'infos tue l'info. Voilà, exactement. Maintenant, quand on parle vous voulez lire Tifeshi,
Ce soir, en rentrant chez vous, vous allez télécharger le PDF, vous avez le manuscrit, donc vous pouvez le lire, vous l'avez devant vous, vous pouvez lire Tifachi en entier, du début jusqu'à la fin. Maintenant, ce qui est disponible sur le net, c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'on fait l'effort d'aller chercher? C'est ça aussi que... c'est la clé de l'apprentissage, c'est la clé de la culture. Donc, c'est le fait de faire l'effort d'aller chercher, d'être curieux. C'est comme ce gars qui était curieux, donc il a voyagé, il est parti en Arménie, il est parti en Azerbaïdjan pour retrouver ces pierres et pour les collectionner. Voilà, et c'est devenu en tout cas une référence. Rester une référence en tout cas. Et c'est pourquoi on en parle aujourd'hui. C'était fort intéressant, Ahmed. J'entends la musique, je pense qu'on arrive justement à la fin de notre émission. Merci en tout cas. Merci à vous. C'était fort intéressant. À la semaine prochaine? Inch'Allah. Avec plaisir. Merci beaucoup, Ahmed, et merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, Inch'Allah, même heure, même chaîne. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui pour la réalisation de cette émission. Krimo à la réalisation, Amel Ami qui a préparé l'émission, Nessima au script, Anna et toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce matin pour la réalisation de Bonjour d'Algérie. Donc j'aurai plaisir de vous retrouver demain, Inch'Allah, si tout va bien. D'ici là, restez fidèles à Canal Algérie, restez branchés sur Canal, restez fidèles à nos programmes et puis surtout, gardez le sourire, c'est important. Salam.